Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour et bienvenue dans ce 36e épisode de La vie nous enseigne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener sur un terrain aussi essentiel que sensible, celui de l'éducation de nos enfants. Parce que si on veut vraiment leur offrir un monde meilleur, je pense qu'il est urgent de repenser la manière dont on les élève aujourd'hui. Dans une société saturée d'écrans, d'hyperprotection, de laxisme souvent maquillé en bienveillance, on est en train de créer, sans le vouloir, une génération fragile. Des enfants qui peinent à faire face, à se remettre en question et surtout à penser par eux-mêmes. Alors je sais que cet épisode peut faire polémique, mais aujourd'hui je vous invite à une réflexion pragmatique, honnête et qui peut être dérangeante. C'est pas pour juger, mais c'est pour remettre du sens, de la structure et surtout pour réveiller l'autonomie au cœur de l'éducation. Parce que la vraie liberté, c'est pas l'absence de limites, c'est savoir qui l'on est, même quand le monde tangue. Je suis moi-même maman, et force est de constater que dans notre désir sincère de protéger nos enfants de la douleur, de la frustration, de la difficulté, on risque de leur enlever les moyens de développer leurs forces intérieures. Ce qu'on prend pour de l'amour peut devenir une prison dorée. Beaucoup de parents, et moi-même, confondent aimer avec sauver, éviter, adoucir. L'intention est noble en réalité. Je veux que mon enfant ne souffre pas, je veux pas qu'il échoue, je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il se sente le mieux possible. Mais cette posture, elle enlève à l'enfant une chose essentielle, la capacité à se construire dans la réalité. Un enfant qu'on empêche de tomber ne saura jamais vraiment comment se relever, parce qu'il n'aura jamais vécu l'expérience. La vie, elle est faite de désagréments, de conflits, d'ennuis, d'échecs, de belles choses aussi, hein. Et c'est justement en rencontrant tous ces désagréments, ces conflits, cet ennui, les échecs, dans un cadre sécurisant, qu'un enfant développe sa résilience, sa créativité, son estime de lui-même. L'ennui, par exemple. Un enfant va d'abord râler parce qu'il s'ennuie. Et aujourd'hui, on cherche à ce qu'ils ne s'ennuient plus, nos enfants. On va leur donner un téléphone, on va les inscrire à plein d'activités. Nos enfants, aujourd'hui, ils ont un emploi du temps que je qualifie de ministre. Et en fait, on les empêche de s'ennuyer. Mais un enfant qui s'ennuie, il va râler dans un premier temps. Puis après, il va chercher des solutions. Et c'est dans cet espace vide qu'il va puiser dans ses ressources. Il va inventer un jeu, il va dessiner, observer les fourmis dans le jardin, imaginer une histoire. Si nous, adultes, parents, on comble ce vide immédiatement par un dessin animé par exemple, on casse l'élan créatif qui aurait pu naître. Prenons l'exemple de la frustration. Si un enfant n'obtient pas immédiatement ce qu'il veut, en fait il va apprendre la patience. Il va apprendre la tolérance à la frustration. Il va développer une capacité de digérer ses désirs. Mais nous, adultes, parents, si on cède à chaque demande, si on nourrit une dépendance émotionnelle à l'extérieur pour combler ses manques, mais qu'est-ce qui arrive ? L'enfant ne saura jamais gérer les frustrations. Et c'est pareil pour les conflits entre enfants. Si un parent, un adulte, intervient au moindre désaccord, en fait, il prive son enfant de l'occasion d'apprendre à négocier, à dire non, à s'affirmer, à écouter, à coopérer. En accompagnant sans prendre parti immédiatement, on aide à développer son intelligence relationnelle. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik explique que la résilience se construit dans des micro-déséquilibres soutenus. Un enfant qui vit des petites adversités, bien accompagné, en fait, il devient plus fort. Maria Montessori, elle rappelle que l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir.
C'est important de laisser à l'enfant l'espace de grandir, d'expérimenter, de faire des erreurs, de faire ses propres expériences. L'ennui, la lenteur, la difficulté, c'est vraiment les matières premières de la croissance intérieure. Élever un enfant, c'est pas lui offrir une vie lisse, où il n'y a pas de problème, où tout est parfait. C'est lui permettre d'expérimenter la vie réelle, avec ses bosses et ses beautés, dans un cadre sécurisé, dans un cadre aimant, mais qui n'est pas étouffant. Et pour ça, c'est important d'accepter de ne pas tout résoudre pour l'enfant, de laisser nos enfants expérimenter l'ennui au lieu de toujours vouloir les occuper. C'est important de valoriser leurs efforts plutôt que les réussites. Une phrase comme tu as persévéré, tu as été combatif sera beaucoup plus impactante que je suis fière de toi parce que tu as eu un 20 sur 20. Créer un espace sécurisant, mais pas surprotégé. Faire confiance à la force vitale de votre enfant, de nos enfants. Nos enfants, ils savent apprendre par eux-mêmes, s'ils ont l'espace pour ça. Je voulais aussi aborder dans ce podcast la notion de bienveillance. En fait, aujourd'hui, et c'est mon point de vue, et j'ai une enfant, et je l'ai élevée, et je continue à l'élever, je trouve que ce terme bienveillance, il est dévoyé. En fait, beaucoup de personnes pensent élever dans la bienveillance, pensent être bienveillants, et avec les enfants sont plutôt laxistes. Le laxisme, aujourd'hui, de mon point de vue, il s'est déguisé en amour. La notion de bienveillance éducative, elle est partout, dans les livres, les écoles, les formations parentales. Et c'est super, hein, vraiment, je ne remets pas en cause ça, parce qu'on a tous compris que les cris, enfin, j'espère, les menaces, les humiliations n'élèvent pas un enfant. Ça le brise, ça lui crée des blessures et ça le soumet. Mais dans ce virage vers une éducation plus douce, beaucoup de parents ont glissé d'un extrême à l'autre, jusqu'à confondre amour et absence de cadre. Être bienveillant, ce n'est pas laisser tout passer. C'est poser un cadre avec respect, expliquer sans s'excuser, accompagner sans s'effacer. Et en fait, on a un problème aujourd'hui. Comme on a peur de blesser nos enfants, on n'ose plus éduquer. Par peur de faire de la peine, on dit oui à tout par exemple. Par peur d'un conflit, on évite de dire non. Par peur d'être vu comme autoritaire, on va céder. Le problème, c'est qu'en agissant ainsi, on ne protège pas nos enfants. En réalité, on les prive de repères fondamentaux. Par exemple, un enfant qui refuse de se brosser les dents. Le parent qui a passé une journée à bosser rentre épuisé et préfère céder. Tant pis, il est petit, il a 2 ans, 3 ans, on verra demain. Et en fait, c'est ce non-cadre répété qui donne à l'enfant un message implicite. Mes besoins immédiats ont plus de valeur que ma santé, par exemple. Et surtout, ce que dit l'adulte n'est pas fiable. Parce que l'adulte me dit que c'est important de se brosser les dents, mais quand je pleure un peu et que je dis que j'ai pas envie, finalement, c'est pas si important que ça. L'enfant, il a besoin de limites stables pour se sentir en sécurité intérieurement. Et c'est un paradoxe fondamental de l'enfance. L'enfant, il teste les limites, c'est son boulot, c'est comme ça. Il les teste pour s'assurer que les limites tiennent, pour s'assurer qu'il est dans un cadre sécurisant. Sans limite, l'enfant se perd. Il faut bien comprendre que le cerveau de l'enfant, il est en construction. Son cerveau à l'enfant, il veut du plaisir immédiat, l'impulsivité, l'exploration. Et c'est en fait à l'adulte, aux parents, d'être le garde-fou de tout ça. Celui qui pense plus loin, celui qui pose le cadre, le cap. Un cadre éducatif, c'est comme un filet de sécurité. Il ne contraint pas, il soutient. Il donne un sentiment de stabilité, même quand l'enfant le rejette verbalement. Par exemple, un enfant qui fait une crise dans un magasin, parce qu'on ne veut pas lui acheter une figurine, une Barbie, une peluche. Un parent qui va dire calmement mais fermement « Je comprends que tu sois frustré, c'est pas facile. Mais non, ce jouet n'est pas prévu aujourd'hui. Je suis là avec toi dans cette colère. » Ce parent pose une limite claire, tout en accueillant l'émotion. Il montre à l'enfant qu'on peut être aimé, même quand on n'a pas tout ce qu'on veut.
et que l'amour ne se monnaie pas contre un silence, par exemple. Dans ce cas-là, ce que l'enfant comprend en profondeur, c'est « je ne suis pas tout puissant ». Et ça, c'est rassurant pour un enfant. Que l'adulte tient bon, qu'il peut se reposer sur l'adulte, que ses émotions sont entendues également, mais qu'elles ne dictent pas tout. Je vous donne un exemple qui a fonctionné pour l'éducation de ma fille quand elle était petite. Elle aimait beaucoup les Barbies et dans chaque magasin, elle voulait acheter une Barbie. Parfois, il y avait achat de Barbie, mais la plupart du temps, c'était non. Et quand il y avait une Barbie qui lui plaisait, elle passait dans le rayon, je lui disais tu peux prendre cette Barbie. On fait tout le magasin, on achète les courses et avant d'aller à la caisse, on repose la Barbie elle restera au magasin et nous on repart à la maison avec les autres achats, l'alimentation, etc. Et ce pacte, il était passé et c'était ok pour elle. Elle profitait de la Barbie quand on était dans le magasin et ensuite elle la reposait avant de partir. Sans cris, sans pleurs, sans drame. Et c'était quelque part facile, parce que son besoin était entendu. Je comprenais qu'elle avait envie de passer du temps avec une Barbie. Et mon besoin d'adulte étant entendu également, c'est que j'avais pas envie de dépenser à chaque fois un achat dans une Barbie, dans chaque magasin. Cet exemple peut paraître complètement paradoxal, mais ça fonctionne. Et c'est vraiment entendre les besoins de chacun. Et garder son cadre en tant qu'adulte. Non, on n'achètera pas de Barbie, par contre on peut trouver un compromis. Et ça, c'est rassurant pour l'enfant. Pour lui, il comprend qu'il peut compter sur son parent pour entendre ses besoins et ses émotions, mais qu'il peut aussi compter sur son parent pour rester ferme et sécuritaire. Un enfant a vraiment besoin de sentir que son parent tient la barre, même si l'enfant fait une crise. Le piège dans tout ça, c'est vraiment cette notion aujourd'hui d'être le parent aimable à tout prix. Parfois, nous, on est emportés par nos propres blessures et on veut tellement être aimé par notre enfant qu'on évite le conflit. Mais l'amour parental, c'est pas la popularité, hein. Un parent, c'est pas un copain. C'est un guide, la colonne vertébrale émotionnelle. Et pour ça, il faut avoir du courage pour dire non, pour affronter les pleurs, les « t'es méchant », je t'aime plus, t'es pas gentil, et papa il est plus gentil que toi, et toi je t'aime plus maman, je préfère papa, ou inversement. Et ne pas se laisser manipuler par la culpabilité ou la fatigue. Et ça c'est pas évident pour nous aussi aujourd'hui parce que souvent les deux parents travaillent et les deux sont fatigués. Ce qui est très important pour nos enfants, c'est de maintenir un non ferme et bienveillant, dit avec douceur et constance. Il n'y a pas besoin de crier. Ces noms fermes et bienveillants, ça vaut 1000 discours éducatifs. Un non, il doit être authentique, dit avec amour, et il est structurant. Un oui dit pour le confort, il est complètement déstructurant pour l'enfant. En tant que parent, c'est important de poser un cadre. Et ce cadre, c'est pas de la domination, c'est contenir. Contenir dans le sens tenir avec. Un enfant élevé sans cadre grandit souvent avec un sentiment d'insécurité, parce qu'il ne sait pas où s'arrête le monde, et où commencent les autres, et ce qu'il peut faire ou pas. Ce que je vous invite à faire, à lire, si vraiment ce sujet vous intéresse, c'est de lire les livres d'Isabelle Filiosa, par exemple, qui a fait des références inspirantes sur la distinction entre l'autorité saine et l'autoritarisme. Catherine Guéguen également, sur les besoins affectifs de l'enfant et la posture de l'adulte bienveillant. Et je voulais aborder aussi dans ce podcast, comment ne pas l'aborder, le défi des écrans. On va pas se mentir, dans notre époque ultra connectée, les écrans sont partout. Smartphone, tablette, télévision, jeux vidéo, et j'en passe. Ils deviennent un premier réflexe pour occuper un enfant, calmer une crise, ou simplement gagner du temps. Pourtant, cette solution de facilité, elle a vraiment un prix. Et évidemment, je parle des écrans, mais je ne juge pas. Je suis qui pour vous juger? Ma fille a eu un écran assez tôt. Mais avec le recul, je me rends compte que ces écrans sont des outils quand même puissants et qui sollicitent en permanence l'attention et l'émotion de nos enfants. Ils vont le stimuler souvent de manière intense, mais complètement passive.
L'enfant, il va plus faire d'efforts pour créer, imaginer, résoudre un problème par lui-même. Il subit un flot d'images et d'informations. Alors parfois, ils vont apprendre des choses, mais l'écran crée vraiment une passivité qui limite le développement de la concentration, de la réflexion critique et surtout de la créativité. Un enfant qui passe plusieurs heures par jour devant un écran va avoir du mal à se concentrer sur une activité calme ou à rester attentif en classe, par exemple. Les écrans, c'est souvent une béquille émotionnelle. L'enfant, quand il est anxieux, en colère ou triste, on peut lui proposer de regarder un dessin animé, de jouer aux jeux vidéo pour l'occuper, pour penser à autre chose. Mais en vrai, la réponse qu'on lui donne ou qu'on l'autorise à faire, ça supprime complètement l'opportunité de nommer ses émotions, d'être au cœur de sa souffrance, de les traverser et d'apprendre à les réguler. C'est un cercle vicieux finalement. On évite la confrontation à l'inconfort, donc l'enfant n'apprend pas à se gérer par lui-même. Et plus l'enfant va grandir, plus il va éviter de se confronter à son émotionnel, ce qui peut créer des problèmes interrelationnels par la suite. Si votre enfant a déjà un smartphone, une tablette ou regarde beaucoup la télé, en fait, ce qui va être important, ça va être de limiter le temps d'exposition en fixant des plages horaires précises et adaptées à l'âge de l'enfant. De lui proposer des alternatives actives, jeux d'imagination, lecture, sortir nature, jeux physiques, dessin, créativité. Et puis, et surtout, et ça je pense que c'est quand même le plus difficile aujourd'hui pour nous parents, c'est être un modèle. C'est montrer nous-mêmes une relation saine aux écrans, sans user de nos écrans compulsivement. Vous savez, ces moments où on peut scroller pendant une demi-heure parce qu'on se fait prendre par des vidéos. Et ça va être accompagné et expliqué. Plutôt que d'interdire, tout simplement, c'est aider son enfant à comprendre pourquoi limiter les écrans est un acte d'amour pour sa santé et son développement. Un enfant qui a plus de 8 ans peut le comprendre aisément. Quand un enfant réclame un écran par ennui ou habitude, on peut lui dire je comprends que tu as envie de jouer ou de regarder ce dessin animé, mais on a déjà passé beaucoup de temps sur les écrans aujourd'hui. Alors peut-être que ce serait intéressant de construire une tour avec des blocs, dessiner, je peux t'aider si tu veux. Et cette posture, elle valorise la créativité, la responsabilité, et ça aide l'enfant à être dans du concret. Les écrans, bien utilisés, ça peut être des outils formidables d'apprentissage et de divertissement, mais ça ne doit jamais remplacer le lien vivant, l'expérience directe au monde, ni la confrontation avec soi-même, avec ses limites, avec ses émotions. Le vrai défi aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner nos enfants dans une relation équilibrée aux écrans, qui développe leur autonomie plutôt que de la freiner. Et au-delà de tout ça, au-delà des règles, des limites, des écrans, ce qui donne tout son sens à l'éducation, c'est l'autonomie. Donner à un enfant, donner à nos enfants les outils pour penser par eux-mêmes, se remettre en question, s'adapter au monde, c'est leur offrir une force intérieure inestimable. L'autonomie, elle est essentielle parce que c'est la clé de la liberté réelle. La liberté, c'est pas l'absence de contraintes, c'est la capacité à choisir sa voie malgré les contraintes. Un enfant, quand il est élevé dans un cadre clair avec un accompagnement respectueux, apprend peu à peu à devenir un adulte libre, responsable et confiant. Et pour aider nos enfants à s'autonomiser, il faut apprendre à ce qu'ils se reconnaissent. Un enfant autonome, c'est un enfant qui sait identifier ses émotions, ses besoins, ses limites. Ça passe par des échanges réguliers où il peut exprimer ce qu'il ressent, sans peur d'être jugé. C'est un enfant à qui on va apprendre à développer l'esprit critique. Être autonome, c'est pouvoir se questionner, douter, chercher des réponses par soi-même. Ça nécessite d'encourager la curiosité, d'éviter les réponses toutes faites ou les jugements fermés. C'est vraiment une question d'ouverture d'esprit. Et puis, c'est aussi s'exercer à la prise de décision. Donner des choix adaptés à l'âge de l'enfant. Le laisser expérimenter, même si ça implique des erreurs. C'est l'expérience, c'est l'apprentissage de la vie. Et c'est dans l'erreur qu'on grandit le plus.
Un exemple, au lieu de décider pour lui, pour nos enfants, ce qu'ils doivent porter, pourquoi ne pas leur laisser choisir entre deux tenues adaptées? Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé quand ma fille était petite. Elle avait le choix entre deux tenues. Moi, je faisais un pré-choix et elle faisait le choix final. Comme ça, l'enfant apprend à exercer un pouvoir sur sa vie, à comprendre les conséquences de ses choix et à prendre aussi confiance en lui. Accompagner un enfant vers l'autonomie, c'est lui parler avec authenticité, lui expliquer les raisons derrière les règles, l'inviter à se poser des questions et surtout reconnaître quand nous, adultes, on ne sait pas et aller chercher l'information avec l'enfant. Et pour nous, adultes parents, ça va être important de faire attention à l'hyper-contrôle. Parfois, on peut avoir tellement peur des dangers du monde pour nos enfants qu'on peut tomber dans un excès de contrôler tout. Mais ça étouffe la capacité d'adaptation de nos enfants. L'enfant va devenir dépendant et il va manquer d'initiative parce que le parent est toujours là pour aider ou pour faire à la place de l'enfant. L'équilibre, il est subtil, mais indispensable. Éduquer dans le sens élever un enfant, c'est pas imposer un modèle figé, c'est co-construire avec lui. C'est un dialogue constant, une confiance qui se tisse, un respect mutuel qui grandit. L'autonomie, c'est quelque chose qui n'est pas donné, elle se construit patiemment dans un cadre sécurisant et aimant. C'est un cadeau qu'on peut offrir à nos enfants pour qu'ils deviennent des adultes libres, capables de traverser les tempêtes de la vie avec confiance. Pour moi, c'est vraiment l'autonomie le véritable objectif de l'éducation. L'autonomie, c'est plus qu'une simple étape du développement de nos enfants, c'est, comme je vous ai dit, c'est ce socle même de leur liberté intérieure, la capacité à s'adapter, à réfléchir, à choisir et à se remettre en question. Un enfant autonome ne dépend pas uniquement des règles extérieures ou des décisions des adultes. Il développe au fur et à mesure un guide intérieur qui lui permet de naviguer dans un monde complexe, parfois incertain, sans se perdre ni se fragiliser. Quand un enfant comprend l'autonomie, il sait que il ne peut pas faire tout ce qu'il veut sans limite. Il sait qu'il faut choisir consciemment à partir de ses valeurs, de la connaissance qu'il a de lui-même et d'un cadre clair. Il sait que c'est apprendre à vivre avec les conséquences de ses choix, à corriger sa trajectoire quand c'est nécessaire et à accepter l'imperfection comme moteur de croissance. Un enfant autonome va prendre ses responsabilités lorsqu'il va faire des erreurs, lorsqu'il n'aura pas pris les bonnes décisions pour lui. Par exemple, pour autonomiser nos enfants, plutôt que d'imposer un horaire strict pour les devoirs, on peut laisser l'enfant choisir de planifier son temps, avec un suivi bienveillant. Et au lieu d'interdire toute erreur, c'est encourager nos enfants à essayer, se tromper et à apprendre de leurs expériences. Ces pratiques, en fait, ces exemples, elles permettent de développer la confiance en soi et la résilience. Pour que l'enfant gagne en autonomie, l'adulte, le parent, doit être vraiment un cadre stable et sécurisant, où les règles sont claires, expliquées. C'est important que les règles ne changent pas tous les 4 matins. Ça va être aussi important de donner à l'enfant un espace de parole libre, où il peut poser des questions, exprimer ses doutes, ses émotions, sans crainte. Et aussi offrir à nos enfants des occasions d'expérimenter et de prendre des responsabilités. Tout ça, évidemment, adapté à l'âge. Élever des enfants ne consiste pas à créer des enfants parfaits et sans difficulté, c'est former des êtres humains capables de s'adapter, de réfléchir et de choisir avec conscience. L'autonomie, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut offrir à nos enfants, parce qu'elle leur donne la force d'affronter la vie avec confiance, même quand le monde tangue. Et pour ça, un enfant, il a besoin d'un socle indispensable, qui est l'amour inconditionnel. Un enfant qui se sent aimé, accepté, reconnu dans son unicité, développe une base solide pour affronter les défis. L'amour, c'est pas de la permissivité, c'est pas du laxisme, c'est une présence constante, une compréhension et de l'empathie. Ça veut dire écouter sans juger, valider les émotions, même difficiles,
comme la colère ou la tristesse, en fait, dire je t'aime à son enfant, c'est pas suffisant. L'enfant doit sentir que cette sécurité, elle est présente dans les actes du quotidien. L'amour seul ne suffit pas, sans limite claire et cohérente. Un enfant peut se sentir perdu, sans repère. Les limites qu'on lui donne, en fait, c'est un cadeau. Ces limites, elles lui apprennent à vivre en société, à respecter l'autre et surtout à se respecter lui-même. Exiger en tant que parent le respect des règles, c'est aussi apprendre à nos enfants la rigueur et la responsabilité. Savoir dire non quand c'est nécessaire, c'est poser pour nos enfants un cadre qui protège. Éduquer, élever, c'est trouver un équilibre vivant et évolutif entre douceur et fermeté, liberté et responsabilité, soutien et challenge. Cet équilibre, évidemment, il s'adapte à chaque enfant, à chaque contexte, et nécessite de la conscience et de la présence de la part des adultes. Par exemple, un enfant qui refuse d'aller à l'école peut ressentir un mal-être profond. Le rôle du parent, de l'adulte, c'est d'écouter cette souffrance, d'accompagner avec empathie, tout en maintenant l'exigence de la scolarisation pour son bien-être à long terme. Ce dialogue entre douceur et exigence est un apprentissage à lui seul pour l'enfant. Et c'est aussi important d'écouter son enfant et de ne pas faire comme les autres. C'est-à-dire que chaque enfant a ses spécificités et ses subtilités. Et vous seul connaissez vraiment votre enfant. En fait, c'est régulier et surtout pour nous, parents d'aujourd'hui, de demander beaucoup à nos enfants, sans réaliser qu'on est aussi, nous, en apprentissage. On est en apprentissage pour poser nos limites, les limites bienveillantes, pour rester calme face aux crises de nos enfants, pour garder confiance en la capacité de notre enfant à grandir. C'est un travail quotidien pour nous aussi, adultes, parents, responsables de nos enfants. L'éducation réussie, c'est un subtil équilibre vivant entre amour inconditionnel et exigence claire. C'est vraiment en cultivant cette dualité qu'on peut préparer nos enfants à devenir des adultes équilibrés, libres et responsables. Et là, j'ai envie d'aborder une notion qui va peut-être un peu plus piquer que les autres parties. C'est la notion d'exemple. L'éducation ne se limite pas aux mots ou aux règles. En fait, l'éducation qu'on donne à nos enfants, c'est surtout nos attitudes, nos comportements, notre manière d'être, qui vont façonner profondément nos enfants. Nos enfants apprennent par l'exemple. Ils apprennent par ce qu'on fait, parce qu'on leur montre. Parce que nos enfants, ce sont des observateurs attentifs et sensibles. Ils vont capter nos émotions, nos réactions, et intégrer inconsciemment nos modèles pour construire leur propre vision du monde. Si nous sommes calmes face aux difficultés, notre enfant il va apprendre la sérénité. Si on fait preuve d'ouverture d'esprit, il va développer sa curiosité. Si on cultive l'autocompassion, il saura s'aimer malgré ses erreurs. Ici, je ne parle pas de perfection, ni de paraître irréprochable. C'est plutôt une invitation à être authentique, cohérent et à cultiver nos propres qualités humaines. Face à un conflit, par exemple, on peut montrer à notre enfant comment gérer nos émotions, sans éclater en colère, sans crier. On peut partager nos propres doutes et erreurs pour enseigner à nos enfants que la remise en question est une force. On peut leur dire que parfois, on a peur de faire certaines choses, et qu'on le fait quand même parce qu'on est poussé par une force intérieure à y aller. Changer de métier, faire un voyage à l'étranger par exemple, passer un examen de fin d'études. Nos enfants ont besoin aussi de savoir que nous aussi, adultes, on passe au-delà de nos peurs et qu'on avance dans la vie. On peut aussi s'engager dans des actions qui reflètent nos valeurs pour donner du sens à ce qu'on transmet. Nos enfants ont des radars, je pense que vous vous en êtes déjà aperçus. Et quand ils perçoivent une incohérence chez nous, par exemple un parent qui demande le respect mais qui parle mal ou qui va critiquer les autres, ça va créer de la confusion chez l'enfant et ça va fragiliser leur confiance. C'est pourquoi la
congruence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait est vraiment essentielle. L'éducation, c'est un chemin de croissance personnelle. En tant que parent, il faut qu'on prenne soin de nous. C'est important de travailler sur nos propres peurs et sur nos limites. Si on fait ça, on se donne la possibilité d'offrir le meilleur à nos enfants. L'exemple, c'est le reflet silencieux mais profond de ce qu'on offre à nos enfants. En incarnant nos valeurs avec authenticité et bienveillance, nous leur donnons les clés pour grandir en confiance et en liberté. Alors je sais que ce podcast peut un peu heurter, mais j'avais envie en fait de poser cette réflexion sur l'éducation de nos enfants. Pas de donner des réponses toutes faites, mais moi ça fait 13 ans que j'élève une enfant et j'ai pu passer de l'éducation bienveillante, laxiste, à une éducation plutôt bienveillante et parfois en revenant à des choses un peu plus dures, comme l'éducation à l'ancienne qu'on a pu avoir, pour trouver une espèce d'équilibre aujourd'hui dans mon mode d'éducation. Alors, je dis pas qu'il est parfait, je suis comme tout le monde, j'expérimente, j'avance. Et ma fille m'aide à grandir dans cette éducation, dans ce que je lui offre. Élever un enfant aujourd'hui, c'est pas le préserver à tout prix, ni lui enlever toute difficulté. Mais c'est vraiment de lui offrir un cadre clair, un amour inconditionnel, ça c'est indispensable. Et surtout la possibilité de devenir autonome, responsable et capable de penser par lui-même. Si vous observez que vos enfants autour de l'adolescence sont capables de remettre le monde en question, sont capables de se poser des questions par eux-mêmes, ben là, dites-vous que vous avez fait votre job. Vous avez donné une éducation qui va permettre à votre enfant de devenir un adulte autonome, responsable, libre. Ce qu'il est important de retenir, c'est que la vérité véritable ne se trouve pas dans l'absence de limites, mais dans la capacité à les comprendre et à les intégrer. Que le cadre, pour nos enfants, c'est un repère indispensable pour grandir. Et l'autonomie, c'est vraiment le but à atteindre. L'équilibre entre amour et exigence est ce qui prépare vraiment à la vie, avec ses défis et ses surprises. Et enfin, et peut-être le plus important, c'est que l'exemple que nous incarnons est le miroir silencieux qui façonne profondément nos enfants. Aujourd'hui, on est dans une société qui bouge, où les repères traditionnels se transforment, et il est vraiment urgent de repenser notre manière d'éduquer. Pas pour reproduire les schémas anciens, mais pour accompagner nos enfants à devenir des êtres libres, créateurs de vie, capables de s'adapter, de se remettre en question et de contribuer au monde. Et vous, quelle éducation avez-vous donnée à vos enfants ou quelle éducation êtes-vous en train de leur donner ? Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager. Il peut aider d'autres personnes. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ce chemin d'exploration sur divers sujets ensemble. La semaine prochaine, on va parler de la réalité. Est-ce qu'on la crée ? Est-ce qu'on la subit ? À travers cette question, on va explorer comment nos croyances, nos pensées, nos actions façonnent le monde que nous vivons. Prenez soin de vous en attendant et de ceux que vous aimez. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie nous enseigne.